Mesdames et messieurs, merci d'être au grand rendez-vous. 2 journées sont célébrées à travers le monde ce 21 mars 2019. Il s'agit de la Journée internationale des forêts et de la Journée mondiale de la poésie. Votre grande émission du soir ne restera pas en marge de ces événements. On y consacre 2 grands plateaux ce soir. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Toutes nos salutations à toute la population de Glazoué dans le département des Collines. Monde agricole s'intéresse ce soir aux normes et suivis de la sécurisation des cultures vivrières à travers un entretien avec Boniface Sayenan. Marcel Betoro voilà aborde le sujet. Nous aurons dans Nature et Bien-être à parler de l'usure et de l'hypersensibilité. Voilà déjà des images que nous envoie notre réalisateur de ce soir. Et notre invité, chirurgien dentiste, Rachel Alapini, va opiner sur la question. Journée mondiale de la poésie, je le disais à l'entame de cette émission, Jennifer Sativi reçoit Habib Dakbogan, écrivain poète, pour parler des mots au rythme de l'éducation et de l'art. Et puis, dernier plateau consacré à la journée mondiale, la journée internationale des forêts, je dirais. Nous recevons Aristide Fortuné Adjademé. Il est le DG des eaux, forêts et chasse. Avec lui, on va parler de l'éducation et de l'environnement quand la forêt s'invite à l'école. Voilà ce qui est retenu pour le grand rendez-vous de ce 21 mars 2019. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Et ce soir, nous sommes avec Estelle Pazou pour déjà la présentation du menu. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Alandé. Comment vous portez-vous? Ça va très bien chez vous? Je me porte aussi très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. N'est-ce pas? Merci bien. Alors, au menu du 1945 ce soir, qu'est-ce qu'on peut retenir? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les spécialistes du climat et de l'environnement sont en réflexion. Ils élaborent un document national de riposte contre les changements climatiques. Les programmes de radio et de télévision sont-ils adaptés aux enfants ou encore doit-on laisser les enfants regarder la télé ou suivre la radio? Georges Hamelon, journaliste consultant, nous donne son avis. Et puis hier, c'était la journée internationale de la santé bucco-dentaire. On revient dans le journal sur l'alimentation et les habitudes indispensables à une bonne hygiène bucco-dentaire. Et bien évidemment, tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci Estelle Pazou. À 19h45 donc pour le développement de tous ces sujets. Mesdames et messieurs, on reste avec vous pour installer Monde agricole, le tout premier plateau du grand rendez-vous de ce soir. Nous parlons de la sécurisation des cultures vivrières. Les normes est suivies avec Boniface Sayenan, ingénieur agronome, et Marcel Betoro. Mais d'abord, je vous propose de suivre cet élément réalisé à cet effet. Il y a un grand problème qui se pose. Les producteurs locaux n'arrivent pas à écouler correctement leurs produits.
C'est un problème de politique et gouvernementale. Depuis plusieurs années, nous avons des problèmes. L'offre est supérieure à la demande. Il y a bien une structure qui doit réglementer, je ne sais pas, l'arrivée des produits qui viennent d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a une taxe que les gens paient d'habitude. Ça veut dire que, comment dirais-je, le prix de ce qui vient d'ailleurs est moins élevé que ce qui est produit sur place ici. D'habitude, dans les pays, je ne sais pas, Sahel, pour le Burkina par exemple, l'agriculture est subventionnée là-bas. Au moment où nous peinons à avoir, je ne sais pas, de la tomate ici, eux, ils produisent quand même et amènent ici. Et quand la tomate chez nous est chère, ils envahissent le marché. Et ça fait que le producteur d'ici ne peut pas vendre. Merci à vous. Alors Marcel, on vous retrouve sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Rose Danondé, amis téléspectateurs, bonsoir. Et la pleine forme? Ça va, on rend grâce à Dieu. D'accord. Alors on parle, comme je le disais tantôt, de la sécurisation des cultures vivrières, les normes et les suivis. Et vous êtes avec Boniface Ayenan, ingénieur agronome. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes au champ ou vous êtes dans les bureaux? Je suis au bureau et au champ. Ah ben, je fais les deux. Vous faites les deux. Ouais. C'est déjà mieux que celui qui est uniquement au bureau. Alors, Rachel? Merci beaucoup, Rose Danondé. Eh bien, nous parlons toujours de la sécurisation des produits agricoles, mais cette fois-ci, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur les cultures vivrières et comment sécuriser justement le marché à ce niveau. Alors déjà, M. Ayenan, dites-nous aujourd'hui, est-ce que le Bénin produit assez en matière de culture vivrière? Quand je prends par exemple les céréales, les tubercules et autres, est-ce que le Bénin produit assez? Et quel est le taux de production comparé au taux de consommation? Merci, madame. Je crois que, comme vous venez de le dire, le Bénin produit quand même plus ou moins assez. Si nous revenons par rapport aux statistiques, si je prends la campagne 2017-2018, par rapport aux céréales, le Bénin a produit au cours de cette campagne 1 700 000 tonnes de céréales. Dans dans ce chiffre, vous avez plus de 1 300 000 tonnes de maïs, environ 300 000 tonnes de riz. C'est pas petit. Si vous venez par exemple au niveau des racines de tubercules, le Bénin a produit au total 5 500 000 tonnes de racines de tubercules, où l'IAM seul occupe plus de 45% de la production. C'est assez, hein? Si vous venez par exemple au niveau des légumes, des légumineuses, à savoir tout ce qui est niébé, haricots, soja, arachide, le Bénin a produit au cours de cette campagne environ 205 000 tonnes. Ou ce qui vient en tête par rapport au niveau des légumineuses, vous avez le haricot et le soja qui est en train d'être une filière émergente. Si vous venez par exemple au niveau des fruits et légumes, le Bénin de façon globale, à savoir les tomates, les baumans, tout ça là, le Bénin a produit environ 250 000 tonnes. Mais est-ce qu'au regard de tous ces chiffres-là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la demande et la production répond à la demande en matière de produits agricoles au Bénin? La production répond par rapport à la demande, nous allons catégoriser par rapport aux différents types de produits. Si nous prenons par exemple le maïs, le maïs, le Bénin est autosuffisant par rapport au maïs. Parce que après avoir satisfait la demande locale, le Bénin dégage encore à peu près plus de 300 000 tonnes de maïs qu'il peut exporter. Par an. Et le Bénin arrive à l'exporter? Le Bénin arrive à l'exporter autour du Niger, du Togo un peu aussi, et au niveau du Nigeria. Mais la grande partie rentre dans la production des proventes. Il y a une partie qui rentre dans la production des proventes. Mais est-ce que c'est ce qui explique encore puisque le Bénin produit assez de maïs, on arrive même à exporter, mais pourquoi on importe encore justement on le importe, même maïs? surtout ceux qui importent le maïs, c'est les éleveurs, ça veut dire ceux qui sont chargés de produits de provente. Par exemple, ceux-là, ils veulent par exemple la variété jaune, qui est une variété très riche, qui n'est pas cultivée pour la consommation locale, mais les éleveurs veulent ça parce que qui est riche en protéines et en oligo-éléments. Donc c'est là qu'il y a des protéines. Et c'est là que la stratégie que nous allons aborder tout à l'heure, c'est de sensibiliser les producteurs, c'est d'accompagner les producteurs pour produire cette variété jaune. Justement, on ne va pas parler que de maïs, puisqu'il y a d'autres types de céréales, mais
quelles sont déjà les normes au niveau de l'importation? Parce que si le marché, le marché agricole existe déjà et que les producteurs en font assez, pourquoi est-ce qu'on importe encore? Quelles sont les normes qui sont quand même autour de cette importation, système d'importation-là? Par exemple, les normes doivent respecter les normes fixées par les pays de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est surtout ça que le Bénin prend en compte. Par rapport aux normes, il y a d'abord les normes de qualité sanitaire et les normes de réglementation. Ça veut dire quoi? Il faut, comme on le dit, il ne faut pas être un show là, en voulant protéger le marché, il ne faut pas être un protectionnaliste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas adopter la politique pour protéger, parce que les pays de la sous-région ne vivent plus en autarcie, comme on l'a connu. Donc il faut avoir une ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit doit prendre un certain nombre de choses là. Il y a la réglementation au niveau du régime fiscal douanier que chaque pays prend en compte. Mais le Bénin, par rapport à la concurrence, pour pouvoir favoriser des ouvertures, il ne pénalise pas par rapport aux certains pays de la sous-région au niveau de la réglementation fiscale. Pourquoi? Ok, d'accord. Parce que c'est pour faciliter, en telle sorte, pour pouvoir avoir des accompagnements de crédit. Vous savez, le Bénin a beaucoup d'ouverture. Le problème d'emploi, il y a les jeunes qui prennent l'initiative. En faisant trop le protectorat, vous risquez de freiner l'initiative des jeunes. Ça, c'est très important qu'il faut prendre en compte. S'il y a déjà toutes ces normes qui sont mises en place, mais est-ce que le suivi est? Parce qu'il ne faut pas avoir que des normes. Aujourd'hui, est-ce que la sécurisation au niveau du marché, au niveau de ces produits agricoles, est-ce qu'il y a un suivi quand même qui se fait dans ce sens? Comme je l'ai dit, au niveau stratégique, les normes sont bien définies. Les normes existent. Maintenant, le problème, c'est au niveau opérationnel. Okay. Parce que lorsque les normes sont définies, c'est les institutions au côté opérationnel qui doivent jouer leur rôle d'opérationnalisation. À savoir, si je prends par exemple le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Économie, des Finances et le ministère du Plan de Développement, ils ont de grands rôles à jouer par rapport à ça. Donc, mais c'est dans l'opérationnalisation de l'application de ces normes qu'il y a d'insuffisance qu'on constate sur le terrain. D'accord. Maintenant, dites-moi, au niveau de ces produits importés, est-ce que le suivi est fait également au niveau des produits même? Parce que quand on amène par exemple le maïs, vous avez parlé du maïs jaune, je descends un peu, je vais vers les produits maraîchers par exemple, les tomates et autres. Est-ce qu'il y a un suivi qui encadre tout ce système-là et qui permet de dire, ah oui, c'est ce dont nous avons besoin qui est réellement arrivé? Par rapport au dispositif de suivi, de contrôle des importations au niveau du Bénin, ce dispositif existe. Mais ce dispositif souffre d'un certain nombre de ressources humaines. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il s'agit que l'État béninois n'a qu'à prendre ses responsabilités pour pouvoir faire un recrutement, pour pouvoir faire fonctionner l'Agence béninoise de sécurité alimentaire. C'est très important pour notre pays. Et faire fonctionner aussi le laboratoire central de sécurité alimentaire, où il faut renforcer ces deux institutions pour pouvoir jouer le rôle de sauvegarde de la sécurité alimentaire. Mais il n'y a pas aussi un problème d'organisation des filières? Par exemple, quand je prends la filière coton, ANACAD, c'est des filières qui sont très bien organisées. Mais au niveau du maïs, au niveau des autres céréales, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mieux organiser le système pour que... Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas importer n'importe comment le coton. Je ne vous arrête pas, mais le coton, l'ANACAD, ça rapporte assez. Ça veut dire que le maïs ne rapporte pas au fait, elle a bien touché le nœud gorgien du problème. C'est des produits d'exportation. D'accord. Or, ces produits d'exportation ont des principes à respecter sur le marché. Là, le marché est garanti et l'État intervient pour son accompagnement pour pouvoir récupérer disons, ce qui est dû pour pouvoir faire fonctionner cette TVA. Donc ça, c'est une sécurisation. Mais si vous accompagnez par exemple une filière vivrière et vous mettez en place, comment vous pouvez en telle sorte sécuriser l'investissement du crédit? C'est là que les bailleurs de fonds restent. Parce que le marché est ouvert. Il y a d'abord, comme je l'ai dit, lorsque vous produisez un produit vivrier, il y a d'abord la production locale. La production au niveau du ménage que vous devez prendre en compte. Après cette chose-là, et c'est après ça qu'il faut penser maintenant à l'exportation.
Donc, tous ces contraintes-là, mais cela ne refuse pas. Il y a les organisations professionnelles agricoles qui font un grand travail par rapport à ça, qu'il faut pas ignorer. Et maintenant, ils demandent un accompagnement. Par exemple, c'est eux qui sont chargés, par exemple, de mettre en place les intrants, c'est d'accompagner leurs producteurs et de leur faire, en quelque sorte, la conquête des marchés. De toutes les manières, c'est une grande question qui reste posée. Les solutions, petit à petit, seront trouvées. Et je suis sûre que le monde agricole se portera davantage mieux. Mais il faut retenir aussi que sécuriser le marché pourra vraiment aider les producteurs et les commerçants du secteur agricole à aller de l'avant. Mais nous allons revenir peut-être le lundi pour parler du volet vraiment économique. Hein. D'accord. Quand on sécurise le marché, qu'est-ce que ça rapporte à l'économie béninoise? Ce sera peut-être le sujet du lundi. Déjà, prochain. Merci beaucoup aux Anodés, amis téléspectateurs. Merci à vous aussi. Machel Betaro, merci déjà pour le choix du sujet. Merci également à vous, Monsieur Boniface Aïnan, pour votre disponibilité. Excellent week-end à vous parce que je ne vous verrai plus. Hein? Ça fait à lundi. Oui, à lundi. On va se retrouver lundi. Merci. Alors, merci, Monsieur Aïnan. Mesdames et messieurs, voilà, c'est donc tout pour Monde Agricole. Le deuxième plateau s'installe et ce sera avec notre invité, notre dentiste. Voilà, c'est Nature et Bien-être. On parle dans Nature et Bien-être ce soir de usure et hypersensibilité des dents, le détartrage pour prévenir. On aura l'avis de notre invité Rachel Alapini, dentiste, sur le sujet. Mais d'abord, nous vous proposons cet élément sur le détartrage. Simple geste gratuit, le sourire procure la joie, la chaleur, mais aussi le bonheur. Pour rendre son sourire plus beau et rayonnant, il est important de s'assurer une bonne hygiène dentaire. Un brossage irrégulier et moins efficace des dents constitue la principale cause de la formation du tartre. Cette couche blanchâtre au niveau des gencives peut disparaître à une seule condition, pratiquer le détartrage. Le détartrage, c'est un soin dentaire qui consiste à enlever tout ce qui est tartre et sur les dents et légèrement en dessous de la gencive. Et ça dépend aussi de la quantité, de la durée. Est-ce qu'on en a déjà fait, est-ce qu'on n'en a déjà pas fait? Ça se fait en une ou des séances. La première cause de détartrage, de pourquoi on fait le détartrage au cabinet, généralement, les gens viennent parce qu'ils ont une mauvaise haleine. Ils ne savent pas forcément que c'est à cause du tartre, mais ils savent que ça ne va pas et ils le viennent. Et généralement, après un bon détartrage et une petite ordonnance, ça rentre dans l'ordre. Le docteur m'a dit qu'on doit nécessairement nettoyer les dents pour que la mauvaise haleine ne revienne plus. Maintenant, je sens que ma bouche est un peu fraîche et dégagée. Le détartrage doit être fait en moyenne une fois par an, nous apprend le spécialiste. Peu de personnes le pratiquent et savent ce que c'est que le tartre. Les tartres, franchement, c'est ma première fois d'entendre ce mot-là. Les tartres sont des taches qui sont collées aux dents, qui font que le noir soit, ça prend une couleur jaune, soit une couleur autre. Moi, je ne suis jamais allée chez le dentiste parce que je n'ai jamais eu des problèmes dentaires. Le tartre est source de l'apparition des caries et d'autres maladies telles que les maladies parodontales. Dr Bouraïma rappelle ici aux patients quelques bonnes habitudes. Il faut se brosser au moins 2 fois par jour et après les repas. C'est vrai, à midi, on n'y arrive pas forcément parce qu'on n'a pas la brosse à dents, mais avoir le réflexe, après avoir mangé, de rincer au moins la bouche. Généralement, quand on commence à avoir mal, ça veut dire qu'on est à un stade qui est déjà évolué. Prendre l'habitude, surtout avec nos enfants, de les faire consulter 1 fois par an. Adopter ces gestes simples contribue à garder des dents saines et fraîches. Une mauvaise hygiène dentaire peut conduire à une usure des dents. Conséquence, les dents deviennent plus sensibles, ce qui pourrait entraîner la perte des dents, d'où l'importance d'avoir une bonne hygiène dentaire. Et nous retrouvons sur le plateau notre invitée. Il s'agit de Rachel Alapini, elle est dentiste, pour parler donc de l'usure et de l'hypersensibilité des dents. Madame, merci d'être là, docteur. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous avez suivi le reportage réalisé avec votre consoeur Makiat, voilà, Bouraïma. Votre avis déjà sur le reportage?
Les populations très qui ne pertinent. savent même pas ce qu'on appelle détartrage. Pourtant, il y a quand même assez de sensibilisation actuellement. Depuis un certain temps, on fait beaucoup d'efforts, des tournées foraines. La population est plus renseignée maintenant sur tout ce qui, dans le domaine bucco-dentaire et les conséquences des petites fautes, des petites erreurs qui se faisaient avant. Mais bon, ça va se faire petit à petit. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de l'usure et de l'hypersensibilité des dents, c'est deux choses différentes, hein? Pas forcément, parce que c'est deux choses qui sont liées en fait. Liées, d'accord. Ouais. Parce que l'hypersensibilité arrive déjà quand, vous savez, la dent formée de la couronne est formée de plusieurs couches de tissu. Il y a l'émail, qui est le tissu le plus dur, qui protège en fait, et puis en dessous, il y a le tissu qu'on appelle la dentine, qui est un tissu en fait poreux, qui a de mini-pores, et c'est à travers ces pores-là que la douleur va circuler jusqu'à arriver au niveau de la troisième, qui est la pulpe, la partie la plus sensible. Donc, c'est quand l'émail s'use, en fait, il y a usure du tissu protecteur, qu'on peut déjà parler d'hypersensibilité dentinaire. Dentinaire. Voilà, parce que c'est quand l'émail s'en va et que la dentine est mise à nu, qu'il y a hypersensibilité dentinaire. Donc, il faut, l'hypersensibilité est liée à l'usure des tissus dentaires, en fait. D'accord. Donc, dire l'hypersensibilité des dents ou l'hypersensibilité dentaire, c'est pas le thème approprié. Non, on parle surtout plutôt d'hypersensibilité dentinaire. Parce qu'il faut forcément une usure d'appareil. C'est un processus qui se fait, c'est pas du jour au lendemain, c'est progressif. D'accord. Parce qu'il faut que soit l'usure se fait au niveau de l'émail, soit au niveau de la jonction couronne-racine. Ok. Donc ça, là, par contre, c'est soit l'usure de l'émail, soit une récession de la gencive qui met à nu cette jonction-là, et ça fait une usure en creux au niveau de cette partie-là. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Comment peut-on expliquer la chose? Oui, il y a plusieurs causes en fait. Il y a nos habitudes, les habitudes alimentaires, il y a l'usure. Il y a d'abord l'usure est due parfois à un serrement trop fort des dents ou au grinçage des dents, à un brossage inadéquat avec une brosse à dents qui n'est pas adaptée. Il y a l'usure aussi qui est due à l'acide des aliments, des boissons. Et il y a aussi l'usure due à un reflux gastro-œsophagien ou au vomi. Voilà. Et ça peut agir sur la dent? Il y a l'usure mécanique, il y a l'usure acide qui est due aux acides aussi, oui. Ah bon? Oui. Et ça attaque l'émail et puis ça s'use petit à petit. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir des signes qui nous annoncent qu'il y a une usure qui s'annonce? Les signes, puisque si au départ, il faut que la douleur arrive à un seuil non supportable pour le patient pour que le phénomène soit vraiment perceptible. Donc, ça veut dire quoi? C'est pourquoi nous sensibilisons beaucoup sur les consultations préventives. D'accord. Parce que quand le patient a l'habitude d'aller chez son dentiste, au moins une fois par an, comme nous le recommandons, et le dentiste déjà voit déjà certains signes et sensibilise son patient par rapport à ça et lui demande de changer de comportement. D'accord, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des comportements qu'on adopte? Nous avons aujourd'hui le blanchiment. Ah oui, le blanchiment, par exemple, c'est pas bon parce que c'est un phénomène abrasif. Ok. Le blanchiment ou bien les pâtes dentifrice qui sont abrasives, c'est pas bon parce que ça détruit progressivement l'émail. Et c'est cette couche d'émail. Vous aurez de très belles dents, mais bon, voilà. c'est avec des problèmes de santé après. Voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, que faire pour prévenir la chose? Pour prévenir la chose, d'abord, il faut les consultations préventives chez le médecin. Il faut une bonne méthode de brossage avec une bonne pâte dentifrice. Mais tout ça aussi, c'est qu'il faut le savoir.
il faut une éducation, je ne dirais pas de mais santé. C'est ce que nous essayons de faire surtout pendant... Parce que tout le monde ne sait pas se brosser les dents. C'est ça, on l'enseigne. On l'enseigne, je crois que c'est déjà passé plusieurs fois à la télé, les méthodes de brossage. Et mais vous recevez toujours les cas d'usure. Oui, mais ça va se faire petit à petit. Combien vous pouvez déjà rappeler... Mais on rappelle, mais même au cabinet, même quand le motif de consultation n'est pas forcément ça, oui. On enseigne toujours, on finit toujours par enseigner aux patients comment se brosser. Déjà, quand le dentiste perçoit quelques signes alarmants, on dit comment tu te brosses, ta brosse à dents, comment c'est, et quelle pâte tu utilises, et puis on ramène le patient à l'ordre. La pâte dentifrice, je vais y arriver. Oui. Comment la choisir? Oui, mais il faut aller en pharmacie parce qu'au marché, il y a plein de pâtes dentifrice dans le commerce. Mais en pharmacie, il y en a tellement? Mais en pharmacie, c'est déjà mieux. Ça nous garantit déjà la qualité. Voilà. Et puis, les pâtes dentifrice, souvent, quand c'est à titre de truc pour un traitement, c'est le dentiste qui prescrit. D'accord. Donc, quand le patient bien, vous avez une inquiétude, quand vous allez en consultation, vous pouvez lui demander quelle pâte dentifrice vous pouvez utiliser. Voilà. Et selon ce que lui voit en bouche, à peu près que vous ne sentez pas ou vous ne le percevez pas forcément, parce que ce n'est pas encore un stade assez alarmant, il faut dire attention, il vaut mieux prendre ci ou ça. D'accord. D'accord. Alors, à part le brossage des dents comme il se doit, le choix de la pâte dentifrice comme il se doit, que faut-il encore pour prévenir? Oui, la méthode de brossage est très importante parce que quand c'est mal brossé aussi, ce n'est pas que le phénomène d'usure, mais vous avez vu la patiente qui a été détartrée, vous avez vu le niveau des gencives? Là, les racines. Si le réalisateur peut nous aider à là, il y a déjà un phénomène de récession là. Donc, les gencives ne sont pas, sur les dents, ne sont pas à un niveau normal. Voilà. La gencive, le niveau est très bas là. Effectivement. Bas. Et puis ça là, c'est là, il y a déjà un phénomène, l'acide peut attaquer déjà la jonction couronne et racine là, et puis ça va créer un phénomène d'usure. Mais à ce niveau, le phénomène sera en creux. C'est une autre forme d'usure et qui peut aller jusqu'à parfois couper la dent en deux dans ce sens-là. Voilà. Ah mais bon, finalement, comment traiter le mal? C'est surtout la prévention. Surtout ça. Bon, d'accord. Maintenant, quand c'est déjà à ce stade, voilà. il faut parfois, ça va parfois jusqu'à la chirurgie, parce qu'il faut ramener la gencive à un niveau normal. Et ça se fait déjà chez nous au Bénin? Ça se fait. Wow. Mais... Vous avez des dentistes assez bien formés au Bénin actuellement. Qui ont le plateau technique. Ah ben oui. D'accord, mais tout ça a un coût, n'est-ce pas? Où la prise en charge est aussi abordable, tel que vous parlez là? Il n'y a pas beaucoup de prise en charge. De toute façon, on a une tarification qui est homologuée. Mais c'est à longue durée le traitement? Ben, normalement, oui. Pour traiter une usure, ça peut durer combien de temps? Pour traiter une usure? Oui. Non, quand ce n'est pas encore assez avancé, on change. En fait, il y a des pâtes dentifrice qui désensibilisent la dent déjà. Pâte dentifrice, bain de bouche. Et puis, on peut commencer par là. Quand le phénomène est assez avancé, là, le dentiste peut chercher à faire des obturations, fermer les pores et fermer tout ce qui est à nu et qui cause cette usure-là. Aller jusqu'à retirer la partie sensible de la dent, dévitaliser la dent. Wow. Voilà, et quand la dent est assez usée, on peut aller jusqu'à dévitaliser et faire des poses de couronne. Là, le traitement, ça dépend du niveau. Du mal. Voilà. Selon le patient. Merci beaucoup. Merci, docteur Rachel Alapini, pour votre disponibilité, pour toutes ces informations que vous nous apportez ce soir. Bonne soirée. Merci. Un instant, restez avec nous pour qu'on puisse recevoir qui? Jennifer Sachivi, oui. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour Nature et Bien-être. Nous allons installer à présent, ma langue me joue de sale tour ce soir. Nous allons à présent installer le plateau de Horizon Culture. À tout de suite. Journée mondiale de la poésie, je l'ai dit tantôt, mesdames et messieurs, on célèbre la poésie ce jour et nous allons la célébrer ici avec Habib Dakpogan, il est écrivain poète. Il sera sur ce plateau avec
Jennifer Sativi pour parler de la poésie, les mots au rythme de l'éducation et de l'art. Mais d'abord, voici ce que Jennifer Sativi nous propose sur la poésie. Une vie sans poésie est une vie sans vie. Cette citation transcrit fidèlement l'amour de certains pour cet art où les mots jouent un rôle essentiel. La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées. Elle est généralement écrite en vers, mais la prose est aussi admise. Elle privilégie l'expressivité de la forme ainsi que les mots et leur agencement. La définition de la poésie varie selon les époques et a beaucoup évolué. Chaque siècle a pu lui trouver une fonction et une expression différente, à quoi s'ajoute l'approche propre à la personnalité de chaque poète. Ce dernier est considéré comme un créateur, un inventeur de formes expressives, ce que révèlent aussi les termes du Moyen-Âge. Le poète, héritier d'une longue tradition orale, privilégie la musicalité et le rythme, d'où, dans la plupart des textes poétiques, le recours à une forme versifiée qui confère de la densité à la langue. Le poète recherche aussi l'expressivité par le poids accordé aux mots comme par l'utilisation des figures de style. La poésie s'est constamment renouvelée au cours des siècles avec les orientations différentes selon les époques, les civilisations et les individus. On peut par exemple distinguer le poète artiste, soucieux d'abord de la beauté formelle, le poète lyrique qui cultive le chant de l'âme, le poète prophète découvreur du monde, ou encore le poète engagé. Merci Jennifer pour toutes ces informations. Nous avons constaté que vous avez quand même fouillé, vous avez bien fait des recherches. Mais notre invité, il est quel type de poète engagé, lyrique ou... Habib, je crois qu'il est un peu dans tout. Ah, bon, il est là et vous n'allez pas parler en son nom. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Merci de m'avoir invité. Nous célébrons la fête de la poésie, ou nous célébrons la poésie avec vous. Bien sûr. Et vous êtes quel type de poète, vous? Comme elle a dit, poète on se définit, qui fait tout. Voilà, poète tout simplement. Alors, Jennifer, merci d'être là, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Comme vous l'avez déjà dit, c'est la journée mondiale de la poésie. Oui. Donc, nous recevons Habib pour en parler parce qu'il s'y connaît beaucoup. Et avant de commencer, je vais lui demander de nous faire la différence. Vous savez qu'il y a une petite nuance entre la poésie et le poème. Voilà, parce que les gens confondent souvent. Donc, j'aimerais qu'il nous explique un peu c'est quoi la différence entre la poésie et le poème. La poésie, c'est le genre. C'est le genre, c'est un art. On le range parmi les arts de la littérature, donc le 5e art, comme le cinéma est le 7e art. Donc, la poésie, c'est le genre. C'est-à-dire, et c'est l'art de susciter les sentiments par les mots ou par l'évocation d'images et tout. Alors, maintenant, le poème, c'est la pièce de vers, c'est-à-dire c'est l'élément qui définit la poésie. On exprime la poésie par des poèmes. D'accord. Voilà. Bon, la poésie peut se retrouver dans un regard, dans un sourire, dans un paysage. Mais le poème, il est écrit justement pour magnifier ce regard, ce paysage, par exemple. Donc Maintenant, on a l'habitude de considérer des petits poèmes comme des poésies, ce qu'on faisait en classe, à l'école et tout ça. Le laboureur, machin, tout ça. Donc, c'est juste des poèmes. Voilà. C'est des poèmes. Mais il faudrait que les enseignants corrigent ça déjà. Non, ce n'est pas une faute. Non, mais le titre déjà, on dit poésie. Poésie. En fait, on est parti du générique, c'est-à-dire on fait de la poésie en lisant des poèmes. Bon, après, par élargissement, on a fini par considérer les petits poèmes comme des poésies. D'accord. Voilà. D'accord. Et en dehors des poèmes, est-ce qu'il y a d'autres genres qui se retrouvent dans la poésie? D'autres genres artistiques? Disons que la poésie est transversale, c'est-à-dire qu'elle traverse tous les genres plutôt. La poésie est dans la musique, elle est dans la littérature, elle est dans les arts plastiques. Et tout ce qui appelle à contempler la beauté est poésie. Et elle est dans le fashion, par exemple, la mode. Il y a de la poésie dans la mode. Bon, donc, c'est tout ce qui concourt à faire l'apologie, à faire la culture de la beauté. Voilà. Vous, personnellement, en tant qu'écrivain, je vais vous demander comment vous percevez la poésie. Selon vous, la poésie, c'est quoi, personnellement, à votre niveau? La poésie, c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Comment ça? La poésie, c'est la main de Dieu parce que
c'est la grâce qui consiste à révéler la beauté des choses. D'accord. Voilà, c'est tout, c'est la grâce qui a révélé à travers une voix, à travers une belle voix, même parler ou écrite, on peut ressentir un sentiment. C'est déjà de la poésie. Donc la poésie, c'est dans tout. C'est dans la caresse d'une mère, le baiser d'un enfant sur la joue de sa mère. Tout ça, c'est poésie. D'accord. Voilà. Donc la poésie est dans tout. La poésie, elle traverse tous les genres. Et principalement, elle est beaucoup plus dans la littérature et la musique. Il y a Verlaine qui a dit de la musique avant toute chose, de la musique encore et toujours. Or, il parlait de la poésie, mais dans la manière d'articuler, dans la manière de dire un texte. On peut convoquer beaucoup de poésie dans la manière de dire un texte pour toucher des cœurs. L'UNESCO estime, quand on a un peu fouillé en ce qui concerne la Journée mondiale de la poésie, que ça contribue à l'éducation. Donc, comment la poésie peut se mettre au service de l'éducation? Moi, j'aimerais bien comprendre. Un poète de plus dans la société, c'est un violent de moins. Ok, parce qu'il est plus doux. Et il est plus, c'est-à-dire il cultive son accès à la grâce. Ok. Il cultive son, je sais pas, sa parenté avec des choses, tout ce qui est beau, tout ce qui est sensuel. Personne ne peut jamais trouver que tirer des balles sur une personne humaine est quelque chose de beau. Non. Il y a des choses qui sont relatives, mais ça, c'est absolument mauvais. Voyez, bon, donc, quelqu'un qui est habitué à manipuler les mots, à manipuler les concepts, à regarder, à observer, à vivre une vie intérieure, parce que c'est ça aussi la poésie, vivre une vie intérieure, beaucoup méditer, eh bien, c'est déjà un pas vers, je dis la sagesse, mais vers l'adoucissement des mœurs. Vous savez, il y a Bill Clinton qui a initié un programme d'enseigner la musique aux enfants, juste pour leur inculquer le dégoût des armes. C'est-à-dire, on leur offre des violons et ils font du violon pour ne pas avoir envie de prendre des armes. Voilà. Bon, donc, je dis toujours un pas de plus dans la littérature, la poésie, tout ce qui est beau, c'est un pas de moins dans la violence. Voilà, donc ça contribue aussi à l'éducation parce que ça permet aux gens de moins s'intéresser à tout ce qui est violent. Oui, et il y a le caractère... de chaque personne. Non, je dis, il y a le caractère éducatif, didactique de la chose aussi, voilà. Parce que un bon poème, ça vous apprend la langue, ça vous apprend un certain nombre de techniques d'écriture et d'oralité. Est-ce que vous pensez que la poésie est toujours mise en valeur ou est toujours considérée dans les différentes œuvres au Bénin, que ce soit littéraire, musique? Est-ce que vous ressentez de la poésie, de votre point de vue? La poésie, elle est omniprésente. Dans tous les genres? Elle est omniprésente dans tous les genres, que ce soit le théâtre, surtout le théâtre manipule la poésie à fond parce que il faut lever l'homme, l'être sensible qui est dans le téléspectateur ou bien dans le spectateur de théâtre. Est-ce que vous voyez, la poésie, elle est dans la littérature. Il y a beaucoup d'écrivains qui poétisent beaucoup leur texte. La poésie, c'est dans les arts plastiques. Il y a beaucoup de plasticiens aujourd'hui que je vois. Voyez? Bon, donc, en réalité, la poésie, elle est présente. Je ne peux pas dire que les artistes, les Béninois ne sont pas assez poètes ou qu'ils le sont plus que d'autres. Je ne sais pas, je n'ai pas fait cette comparaison, mais je dis quand même que... Et puis, de plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la poésie et je trouve que c'est bien que ce soit un art qui est de plus en plus marginalisé parce que ça ne nourrit pas son homme. C'est clair que la poésie ne nourrit pas son homme. Okay. Quand dans les années 90, on faisait des jeux de poésie, on participait à des concours de poésie, on cotisait déjà pour donner des prix aux gagnants. Ça veut dire que ça ne vend pas.
Si tu vends 1000 recueils de poèmes, c'est que tu as fait un exploit. Bon, donc on considère que c'est un art de plaisance. Voilà, c'est surtout pas par passion. On veut partager quelque chose, mais c'est pas ça qui paie les factures. Okay. Est-ce que c'est pareil partout? Est-ce que c'est le cas spécifique au Bénin ou c'est partout dans le monde? C'est partout. L'exemple que je vous donne, c'est en France. C'était en France, dans les années 90 déjà, où vous faisiez, quand tu appartiens à un cénacle, tu payes des cotisations et on te dit clairement que les cotisations aident à publier parce que ça ne vendra pas. On ne se fait pas d'illusions. Bon, maintenant, si tu as de l'argent, la plupart de ceux qui écrivent de la poésie, ils le font à compte d'auteur. C'est-à-dire, ils payent pour avoir leur livre et puis eux-mêmes, ils distribuent eux-mêmes, ils essaient de vendre comme ils peuvent. En réalité, ils se libèrent d'une passion. Est-ce que vous pensez que ça pourrait changer un jour? Non. Jamais. Vous êtes pessimiste tous ces compte tenu de... Non, oui, parce que, vous voyez, l'ère des Victor Hugo, Lamartine, Mallarmé, l'ère des Boubacar, l'ère de David, Diop, Césaire, Senghor et tout ça est révolu. Cette ère est révolue. Aujourd'hui, la poésie ne peut plus s'exprimer d'elle-même et avoir du public. Pour une simple raison, le rêve que nous recherchions dans la poésie, ce rêve, il est omniprésent aujourd'hui, partout, dans les réseaux sociaux. Tu voulais voyager, tu prenais un livre, tu lis un poème, mais aujourd'hui, il y a 1000 images que tu vois en une seule seconde. Bon, donc, la poésie, elle est déjà dans tout. Donc la poésie, expression, sous quelle forme elle va revenir, je ne sais pas, mais on ne peut plus rêver aujourd'hui d'utiliser un livre de poésie pour gagner, pour atteindre un public. Ce n'est pas possible, il faut qu'on se dise les choses clairement, mais quand même, on ne va pas renoncer aux livres papier, on va toujours faire de la poésie, mais de plus en plus s'orienter. Il y a des slammeurs aujourd'hui qui sont d'excellents poètes et qui vous retiennent en haleine. Il y a des rappeurs qui sont d'excellents poètes qui vous retiennent en haleine. Comme vous l'avez dit, des musiciens aussi. Les musiciens aussi, évidemment, le Kwakanza, Gégé Viké, et Mécha Kadiaro et consorts. Mais est-ce que celui-là qui nous suit, qui a envie d'être poète comme vous, doit avoir des caractères bien particuliers? Non, en fait, on n'a pas envie. Ça vient comme ça et puis on a la plume et on écrit? Non, on n'a pas envie d'être poète, on est poète. Oui, on est poète. Maintenant, l'envie, c'est d'exprimer son art. Oui. Voilà. Là, il y a Brassens qui a dit que sans technique, un art n'est rien qu'une sale manie. Donc, il faut toujours travailler ça. Il faut toujours travailler. Donc, il y a certaines techniques à apprendre, mais au-delà des techniques, l'essentiel en poésie, c'est de rester soi-même, de cultiver sa propre langue, sa propre originalité et de pouvoir, comme musicien, lorsque vous faites un vers, on sache que c'est vous-même quand on n'a pas vu votre nom. C'est le plus important. Bon, ça, c'est beaucoup de lecture, beaucoup d'introspection, beaucoup de folie aussi, beaucoup de, se débarrasser de toutes les influences et d'essayer d'avoir sa voix authentique. Ok, mais est-ce que, voilà, si je vais dans le même sens que vous, il n'y a pas des signes annonciateurs, si je peux appeler ça comme ça, peut-être quelqu'un de trop sensible, de trop esthète, comparé à quelqu'un qui est plutôt nerveux. Comment on reconnaît le poète? Je sais que je suis poète comment? C'est déjà votre sensibilité par rapport aux choses. Vous voyez, vous avez deux enfants de la même famille qui vivent dans le même milieu, les deux ne vont pas pleurer à la vue du sang de la même façon. Les deux n'iront pas en face du danger de la même manière. Les deux ne vont pas raconter l'histoire aux parents quand les parents vont rentrer de la même manière. Bon, donc, chacun déjà avec son degré de sensibilité, chacun déjà avec sa tendance à exprimer ce qu'ils sont ressentis. Il y a des gens qui ont des ressentis. On va peut-être pas vous laisser partir comme ça en 30 secondes. Faites 30 secondes là. Freestyle poétique. 30 secondes parce que là, d'accord. on fait de grands signes. Ok. Alors, quand je cite par exemple, je cite
m'alarmer. Mais vous-même, on veut de vous-même. On veut de vous-même. Peut-être vous l'amenez sur le plateau une autre fois pour qu'il nous fasse, parce qu'il écrit de très beaux textes. Mais les poèmes, je ne les ai pas en tête. Par contre, d'autres... Waouh, ok. D'accord, d'accord. Je cite, je dis peut-être, on va revenir là-dessus, c'est mieux. On va revenir là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous, Jennifer Sadjivi, pour avoir abordé le sujet. Je crois que demain, vous revenez encore là-dessus avec les slameurs. Exactement, on va parler du slam. On va détailler tout ça demain. Ce sera certainement avec Agnès Bello. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Horizon Culture. À présent, nous allons retourner l'antenne pour le journal avec Estelle Pazou. De l'autre côté de la rédaction, elle s'impatiente, mais on lui retourne l'antenne. Estelle, à vous le journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le Bénin prépare activement sa riposte contre les changements climatiques. Plusieurs acteurs du climat et de l'environnement se sont retrouvés pour l'élaboration d'un document national d'adaptation. Les médias audiovisuels tiennent-ils compte des enfants dans leur programme? Faut-il les laisser regarder la télé ou écouter la radio? Les réponses dans ce journal avec Georges Hamelon, journaliste consultant. Et puis hier, c'était la journée internationale de la santé bucco-dentaire. Quelle alimentation pour une bonne hygiène bucco-dentaire? On en parle dans ce journal. Le Bénin va bientôt disposer d'un document national d'adaptation au changement climatique. Dans cette optique, plusieurs acteurs du climat et de l'environnement s'attellent à la tâche. Ils vont accorder leur violon et valider une stratégie pour mieux gérer les vulnérabilités au changement climatique. Patrick Adiabodjou. Les pays africains à l'échelle de la planète subissent de plein fouet les aléas du changement climatique. Les ressources naturelles, la biodiversité et l'environnement sont fortement menacés. Pour parer au plus pressé, le Bénin s'engage à renforcer sa résilience et son plan d'adaptation. Pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Ces assises donnent priorité à la validation des stratégies de gestion des vulnérabilités dans tous les domaines clés de développement, dont l'agriculture, la santé et l'assainissement en eau potable. Quand vous prenez la ressource en eau, agriculteurs, tous ont besoin donc de la ressource en eau. Comment on l'amène donc à s'adapter? Donc une fois cette vulnérabilité définie avec toutes les problématiques liées à cette vulnérabilité, donc on donne des mesures. Donc pour le Béninois simplement, par rapport à la rareté des pluies, quelles sont les mesures qui sont prises? Donc il doit pouvoir savoir pour s'adapter à chaque saison. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons des zones agroécologiques qui sont définies. L'État met en place une politique, mais quand on descend donc dans les localités qui sont les plus vulnérables, nous avons identifié. Pour par exemple, je donne un exemple de riz à cycle court. Donc il y a des pratiques culturelles endogènes qu'on a identifiées, remis à l'échelle, documentées scientifiquement pour permettre à l'agriculteur de s'adapter. S'adapter et se préparer pour mieux faire face aux changements climatiques. Environnementalistes, spécialistes en ressources naturelles et écologistes y consacrent 2 jours de réflexion pour l'élaboration des mesures d'urgence. Les pays en développement sont des pays qui sont surtout soumis aux effets néfastes des changements climatiques. Ils doivent s'adapter. Et ceci, le contenu, la manière de s'adapter, ça doit transparaître à travers un plan qu'on doit soumettre au secrétariat de la Convention. Le Bénin prépare ainsi sa riposte contre les changements climatiques. Un document national d'adaptation sera bientôt disponible et mis en application.
Depuis leur apparition, les médias audiovisuels font partie du quotidien des hommes. Difficile d'imaginer une journée sans aucun contact avec la télé ou la radio. Mais faut-il laisser les enfants regarder la télévision ou écouter la radio? En quoi ces médias participent-ils à l'éducation des enfants? Georges Amelon est journaliste consultant. Il répond ici au micro de Edwige Agossou et Lazare Migrant. La mission des médias, de façon générale, on le dit, c'est informer, éduquer et divertir. L'éducation des enfants appelle une responsabilité des adultes parents comme des adultes professionnels des médias. Les parents ont la responsabilité de ne pas exposer leurs enfants à des contenus qui peuvent les perturber. Mais de la même façon, les professionnels des médias ont le devoir de réguler les contenus de manière à ce qu'ils ne viennent pas porter atteinte à l'éducation de l'enfant. C'est un regard qu'il faut avoir en permanence sur chacune des choses qu'on diffuse quand on est un professionnel des médias, mais auquel on expose son enfant quand on est parent. Les parents contrôlent étroitement ce que regardent leurs enfants, qu'ils les éduquent même à regarder les médias, parce que c'est une chose qui est toujours possible. Il est possible de dire à un enfant: ce programme-là, tu ne dois pas le regarder pour telle et telle raison. Et si par hasard, si d'aventure, l'enfant est exposé de façon impromptue à quelque chose qu'il ne devrait pas voir, le plus important, ce n'est pas de se précipiter sur la télécommande pour couper le programme. C'est au contraire d'être capable après coup d'en parler avec l'enfant, de resituer ce qu'il a vu, d'expliquer et de l'accompagner par rapport à ce à quoi il a pu être exposé. C'est un travail continu d'éducation qui relève de la responsabilité des adultes que nous sommes. Comme l'ensemble de nos organes audiovisuels, la Radio nationale prend sa part dans le développement. Peut-être pas de façon encore totalement aboutie, puisque pour ce genre de choses, il faut véritablement agir en fonction d'une politique bien définie, avec des objectifs qui sont tracés, avec des échéances aux besoins, avec un contact permanent avec son environnement pour comprendre les besoins, les attentes et s'y conformer pour produire des programmes qui permettent d'aller d'un point A à un point B. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, chacun de nos organes prenne leur part dans la participation au développement. Et puis hier, c'était la journée internationale de la santé bucco-dentaire. Occasion de rappeler combien l'hygiène bucco-dentaire est essentielle et de sensibiliser les populations sur les maladies qui y sont liées. Mais quelle alimentation pour une bonne hygiène bucco-dentaire? Réponse dans ce reportage. Mâcher, sourire et parler à une personne devrait être un plaisir. Mais pour les patients souffrant de maladies bucco-dentaires, c'est un véritable enfer. Un traitement efficace passe non seulement par des soins de spécialistes, mais également par une bonne alimentation. Si l'alimentation ne contient pas les éléments nécessaires, la cavité buccale, la bouche pourrait avoir des difficultés à lutter contre les infections. Nous avons par exemple la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine C, la vitamine B, le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le potassium, pour ne citer que ceux-là. Pour trouver une bonne dose de calcium, par exemple, vous voyez notre yaourt, le fromage, tout ce qui est d'origine latée sont très pourvoyeurs de calcium. On n'a même pas besoin d'aller acheter des médicaments riches en calcium nécessairement avant d'en avoir. En plus de ça, il y a des fruits. Il y a des fruits qui sont aussi riches en phosphore. Et cet avocat, par exemple, que nous consommons peut-être avec du pain ou bien dans du plat, avec la salade, nous conseillons parce que c'est riche en phosphore. Les aliments riches en calcium, par exemple notre poisson de mer, les crevettes, tous ces aliments, les crabes que nous consommons sont souvent riches en calcium. Et nous conseillons souvent ces aliments. Vous voyez notre gombo que nous prenons sont riches en calcium. Et donc, c'est autant d'aliments que nous devons privilégier. Privilégier des aliments, oui, mais de saines habitudes peuvent également aider dans la prévention du mal. Après le repas, il faut vraiment boire un peu de l'eau pour rincer la bouche, éliminer les débris qui se sont d'une manière ou d'une autre
entassés dans les petits espaces qui existent au niveau des dents. Deuxième élément, c'est que nous conseillons que nous devons nous brosser tout au moins les matins au réveil, les soirs au coucher et si possible après les repas. C'est très important. La santé bucco-dentaire est essentielle pour l'état général et la qualité de vie. Prenons-en donc soin. Le gouvernement égyptien table sur une croissance économique de 6,1% durant l'exercice 2019-2020. Le déficit budgétaire du pays devrait s'établir à 7,2% durant la même période. Selon les statistiques officielles, le PIB du pays le plus peuplé du monde arabe a connu une croissance de 5,4% durant l'exercice 2017-2018, soit le taux de croissance le plus élevé en 10 ans grâce notamment au rebond du tourisme et à l'augmentation des revenus du canal de Suez. Entre l'Inde et le Sénégal, les relations commerciales sont au beau fixe. Avec 10% du volume des exportations, l'Inde est le 3e client du Sénégal. Il est également pour le Sénégal le 3e importateur. Pour renforcer ce partenariat, l'ambassade de l'Inde a organisé le 4e forum d'affaires en collaboration avec la Chambre de commerce de Dakar. Le compte rendu de Rouguia Touba de la radio-télévision sénégalaise. Ce forum Inde-Sénégal constitue un cadre d'échange et d'identification de nouvelles opportunités d'affaires pour un partenariat fructueux. Ce n'est pas l'Inde qui vient en donneur de leçons ou bien qui dit « moi je viens vous vendre », mais l'Inde qui vient avec nous, faire avec nous, commercer avec nous dans un sens et dans un autre. Une relation qui est une relation bijective. Les relations commerciales avec l'Inde sont déjà satisfaisantes. L'Inde est la 3e destination des produits sénégalais avec 10% des exportations. Dans les échanges entre l'Inde et le Sénégal, le secteur privé national entrevoit des secteurs porteurs comme l'industrie pharmaceutique. Le Club des investisseurs sénégalais est ouvert pour travailler avec des entreprises indiennes pour demain monter des unités de fabrication de médicaments au Sénégal, créer de la richesse, créer de la croissance, créer des emplois, d'autant plus que, au-delà du marché sénégalais, c'est tout le marché de l'UMOA avec un potentiel de plus de 100 millions de consommateurs. Pour renforcer le partenariat avec les entreprises indiennes, l'ambassade de l'Inde au Sénégal fait de l'information économique et commerciale une priorité. Il existe un énorme manque d'information entre nos deux pays démocratiques et laïcs. Je crois aussi que l'événement comme celui-ci comblera ce manque d'information et nous permettra de réaliser le potentiel que je pense qu'encore existe. Donner la bonne information est pour l'ambassadeur de l'Inde une nécessité. Il l'a réitéré au cours du forum d'affaires qu'il a initié et qu'il va transmettre à son successeur. Son Excellence Rajiv Kumar quitte le Sénégal en juillet prochain pour le Mozambique. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci Estelle Pazou pour votre présentation. Alors, mesdames et messieurs, on reste avec vous juste pour vous proposer de suivre à nouveau les prévisions météorologiques de demain, 7 h.
Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce jour. Malheureusement, les festivités de la Journée internationale des forêts se déroulant à Alada, nous n'avons pas pu avoir le directeur Aristide Fortuné à Djademe, le directeur des eaux et forêts, sur notre plateau, comme annoncé à l'entame de cette émission, pour parler de cette journée et précisément de ce thème-là, la forêt qui s'invite à l'école. On aura le temps de la voir sur d'autres plateaux du grand rendez-vous les jours à venir. Merci pour l'attention. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.